Deux chiffres et suffisent à briser toute logique. Un pays ayant subi 218 jours sans pluie a construit 300 réservoirs majeurs capables de retenir chacun jusqu'à plus de 20 millions de mètres cubes d'eau. Pourtant, ce contraste brutal entre l'épuisement des puits et l'essor d'un réseau hydraulique national défie la chronologie habituelle des nations en crise. Comment comprendre pour un observateur extérieur qu'un tournant aussi abrupt puisse naître sous la direction d'Ibrahim Traoré et remodeler une souveraineté que l'on croyait éteinte? Et si l'histoire que vous allez suivre révélait une mécanique plus profonde que le simple récit d'une sécheresse vaincue? Si cette histoire mérite d'être suivie, c'est parce qu'elle promet plus qu'un simple bilan technique. Elle dévoile comment une nation longtemps définie par la sécheresse a inversé son rapport à l'eau en quelques années. Le bénéfice clé pour Anguissem, comprendre comment d'un État supposé fragile a bâti une souveraineté hydraulique fonctionnelle, dépasse largement le cas du Burkina Faso. Derrière les réservoirs, les canaux et les stations de pompage se dessine une question de survie nationale. Qu'arrive-t-il lorsqu'un pays cesse d'attendre l'aide extérieure et agit avec ses propres moyens? À ce moment-là, un détail supplémentaire mérite d'être souligné. Un réseau devenu opérationnel à 91% n'a pourtant été rendu possible qu'à partir d'un moment de rupture que presque personne n'avait anticipé. À mesure que la crise montait, les risques menaçaient l'agriculture, les migrations internes et la stabilité sociale, rendant toute hésitation dangereuse. Ce qui est en jeu, pour le lecteur, n'est donc pas seulement un récit d'ingénierie réussie, mais la compréhension d'une mécanique de décision capable de transformer un destin collectif. Deux révélations placent immédiatement l'ampleur du basculement. Entre 2021 et novembre 2025, 300 réservoirs à grande capacité ont été construits et 2000 kilomètres de canaux d'irrigation ont été découpés à travers 18 provinces. Elle montre qu'un pays autrefois accablé par l'absence de pluie pouvait, en moins d'un cycle agricole complet, inventer un système hydraulique d'échelle nationale. Pour saisir la logique de cette mutation, il faut remonter à la relation de cause à effet qui a progressivement conduit le Burkina Faso au bord d'un effondrement hydrique. Durant des décennies, la sécheresse n'était pas une simple variation climatique, mais une condition permanente. Des rivières se réduisaient en poussière. Des familles parcouraient des kilomètres pour remplir un seul récipient, et les récoltes mouraient avant d'atteindre la maturité. Ce contexte a créé une dépendance structurelle à l'aide extérieure, renforçant l'idée qu'aucune réponse interne ne pouvait suffire. Le point de rupture est venu en 2023, année gravée comme la plus brutale période aride en 40 ans. Les météorologues ont enregistré 218 jours consécutifs sans précipitations significatives. Les puits traditionnels se sont asséchés les uns après les autres. Les bassins versants ont reculé de 37% selon les images satellites. 58 forages critiques ont échoué en un seul mois. À mesure que les marchés se vidaient et que 60 000 familles perdaient l'accès à une eau stable, la crise a cessé d'être saisonnière pour devenir une urgence nationale. C'est dans ce contexte que la décision d'Ibrahim Traoré a pris tout son poids. À 19h42, le 3 août 2023, il a déclaré une urgence hydrique nationale, déclenchant un mécanisme d'action qui rompt avec les réponses prudentes du passé. La chaîne causale est nette: épuisement prolongé, pression sociale extrême, pivot décisionnel, mobilisation sans précédent. Ce moment a ouvert la voie à ce qui deviendrait le chantier hydraulique le plus ambitieux de l'Afrique de l'Ouest contemporaine. Lorsque les premiers traces travaux du projet hydraulique ont commencé à se déployer, les visages qui portaient l'effort n'étaient ni ceux des ministères, ni ceux des grandes entreprises, mais ceux d'ingénieurs et de communautés locales engagés dans une routine d'urgence. Zambari, un jeune ingénieur de 25 ans,
dormaient directement sur les chantiers depuis plusieurs semaines, refusant de repartir tant que l'eau ne reviendrait pas dans les canaux qui l'aidaient à bâtir. Dans l'ouest des hauts plateaux, ils participaient à consolider manuellement les parois lorsqu'une partie des machines s'enlisait dans la boue, révélant le caractère improvisé mais déterminé de ces opérations. Plus au nord, un groupe d'agriculteurs avait réorganisé ses journées pour guider les équipes à travers les terrains les plus instables. Certains d'entre eux avaient perdu leur récolte plusieurs années de suite, mais continuaient à préparer des repas pour les travailleurs arrivés de provinces éloignées. Cette mobilisation collective ne résultait pas d'une consigne administrative, mais d'une solidarité née de la peur partagée de revivre l'effondrement hydrique de 2023. L'effet immédiat a été perceptible dans les villages où les premières sections de canaux ont commencé à s'ouvrir. Les distances parcourues pour trouver de l'eau se réduisaient, les points de forage réparés fonctionnaient plus régulièrement et les marchés longtemps atones voyaient revenir quelques étals. Ces signaux précurseurs n'étaient pas encore la preuve d'un renversement durable, mais ils manifestaient la possibilité d'une stabilisation progressive sous l'impulsion de la décision d'Ibrahim Traoré. Le basculement commence par une déclaration simple, brève mais lourde. L'urgence hydrique nationale, annoncée le 3 août 2023. L'activation est immédiate. Les signaux d'alerte s'accumulaient depuis des mois, mais cette annonce change tout. Le pays cesse d'attendre l'aide extérieure. Il cesse de temporiser. Il entre en action totale. Les ministères réorientent leurs équipes. Les communes reçoivent des directives accélérées. L'appareil étatique se contracte autour d'un seul objectif: faire revenir l'eau. Dès les 48 premières heures, la mobilisation prend d'une dimension inédite. Plus de 40 000 ingénieurs, techniciens et ouvriers du bâtiment sont déployés. 12 bataillons du génie militaire sont réaffectés aux zones où les machines ne peuvent pas avancer. Les bulldozers attaquent le sol dur et ferrugineux. Les excavatrices déchirent la terre sous les projecteurs, parfois jusqu'après minuit. Les routes de fortune s'ouvrent dans des terrains autrefois inaccessibles. Le pays vibre au rythme d'un chantier qui ne s'arrête jamais. Les nuits deviennent des journées prolongées. Dans l'ouest, des torches de soudage illuminent les vallées. Leur lumière traverse les hameaux et signale la vitesse du projet. Les générateurs ronronnent sans interruption pour alimenter les bétonnières et les stations de pompage encore en construction. Des chaînes humaines se forment lorsque la machinerie s'embourbe. Des soldats renforcent les parois des canaux à la main. Le chantier avance même lorsque les outils cèdent. Le mouvement ne se suspend pas. Les chiffres confirment l'ampleur du pic opérationnel. À un moment critique, 1200 excavatrices et 800 véhicules de transport lourd circulent simultanément. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est le plus vaste effort coordonné de génie civil de toute l'histoire du pays. Le Burkina Faso agit comme si une décennie de travaux devait être compressée en une seule saison sèche. Chaque heure compte. Chaque retard menace l'ensemble. La direction d'Ibrahim Traoré ajoute une cohérence politique que les chantiers hydrauliques précédents n'avaient jamais atteinte. La stratégie repose sur la vitesse, la relocalisation de la compétence et l'affirmation d'une souveraineté sans intermédiaire. Les appels à l'aide extérieure cessent, les entrepreneurs étrangers sont écartés. Les techniciens locaux gèrent les stations de pompage, les sédiments, les prises d'eau profondes. L'ambition est nette. Bâtir un système que le pays peut réparer seul. Le climat social évolue en parallèle. Dans plusieurs régions, les anciens préparent de la nourriture pour les équipes. Les agriculteurs déplacent les remblais. Les jeunes ingénieurs se relaient pour tenir les postes les plus exigeants. La sécheresse
avait pressé la nation contre le mur, mais la réponse collective repousse la limite avec une énergie rarement observée dans les décennies précédentes. Puis vient le moment où la dynamique change de nature. Le chantier ne se contente plus de progresser, il devient visible. Les premiers réservoirs se remplissent. Les premiers canaux transportent de l'eau, les villages comprennent que l'effort n'est pas symbolique. La transformation entre dans la vie des habitants. Les phénomènes de migration interne se stabilisent. Des zones autrefois considérées comme perdues reçoivent une irrigation régulière. Les marchés reprennent un souffle. La phase de ce que l'on pourrait considérer comme une résonance prolongée apparaît quand la réalisation collective dépasse l'urgence initiale. L'infrastructure ne se limite plus à stopper la crise de 2023. Elle réécrit la place du pays dans le Sahel. Les signaux de reprise agricole attirent l'attention internationale. Les critiques commencent à se fissurer. Les comparaisons régionales se multiplient. Le Burkina Faso apparaît désormais comme un acteur décidant de sa trajectoire, non comme une victime des saisons. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays glisse d'un mode de survie à un mode de souveraineté assumé. La transition quantitative est nette. 300 réservoirs construits constituent désormais la ligne de base et leur déploiement représente une rupture radicale par rapport à la dépendance hydrique historique du pays. Ce volume inédit ancre une capacité de stockage capable d'alimenter l'agriculture sur une année entière de sécheresse. La progression est d'autant plus remarquable que chaque réservoir intègre des remblais renforcés, des chambres de sédiments, des prises d'eau profondes et un déversoir contrôlé par satellite. Ces éléments techniques confirment que l'effort ne s'est pas limité à accumuler des structures, mais à bâtir un réseau fonctionnel pensé pour durer. Le deuxième indicateur clé concerne l'extension du réseau d'irrigation. 2000 km de canaux parcourent désormais 18 provinces. Ce chiffre donne une idée de la portée territoriale du projet. Des sections ont été creusées dans des vallées douces, d'autres ont nécessité des explosions pour percer le granit, réaffirmant le caractère opérationnel d'un système conçu pour traverser les écologies les plus contrastées du Burkina Faso. L'effet direct, mesurable, est une connectivité hydraulique qui n'existait pas auparavant. Dans certaines zones, l'eau atteint des segments ruraux qui n'en avaient pas vu depuis des années. Le troisième repère quantitatif éclaire l'impact agricole. 5 millions d'hectares irrigués reçoivent désormais une alimentation en eau régulière. Cette surface, sans précédent dans l'histoire récente du pays, stabilise les cycles de production et réduit la vulnérabilité systémique face aux sécheresses prolongées. Les pertes agricoles, autrefois aggravées par l'imprévisibilité climatique, chutent. Les régions autrefois entièrement dépendantes des précipitations produisent désormais 2 récoltes par an, un phénomène inédit depuis des décennies. Ces 3 nombres ne résument pas seulement un succès technique, ils illustrent une transformation structurelle de la chaîne hydrique nationale. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la logique dominante a évolué, passé d'un modèle réactif fondé sur la gestion d'urgence à un modèle anticipatif basé sur la régulation continue. Ce glissement s'observe dans la manière dont les stations de pompage hybrides fonctionnent, même en cas d'instabilité du réseau électrique. Leur autonomie opérationnelle significative limite les interruptions et réduit la pression sur les communautés rurales qui dépendaient autrefois de forages aléatoires. Le système de contrôle des inondations illustre également ce saut qualitatif. Les stations d'alerte assistées par IA, déployées dans 27 zones à haut risque, ont détecté une montée des pressions fluviales presque 6 heures avant les méthodes traditionnelles.
Cette avance temporelle a empêché ce qui aurait pu devenir l'une des pires inondations urbaines de 2 décennies. Elle confirme qu'un réseau hydraulique bien conçu ne se limite pas à fournir de l'eau. Il protège les infrastructures, les récoltes, les habitations et les populations. La fiabilité croissante du réseau modifie déjà les équilibres sociaux. La diminution des migrations internes liées à la rareté hydrique, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et la stabilisation des marchés en témoignent. Chaque indicateur confirme que la régulation de l'eau devient un pilier de sécurité économique et sociale. La valeur réelle du projet ne réside donc pas uniquement dans ses infrastructures, mais dans la manière dont elles consolident le fonctionnement national. La cohérence du système, construite sur des données concrètes, démontre une stratégie où chaque réservoir, chaque canal, chaque station renforce l'ensemble. La transition, la transition fondamentale est sans ambiguïté. Un pays autrefois dominé par l'aridité dispose désormais d'un réseau opérationnel, articulé, mesurable et capable d'amortir les crises futures. La donnée n'est plus un constat, mais une preuve de souveraineté technique. L'analyse la plus généreuse à l'égard du projet hydraulique souligne d'abord sa portée souveraine. Un pays longtemps dépendant des programmes extérieurs a réussi, en moins de 5 ans, à construire un réseau de réservoirs, de canaux et de stations de pompage fonctionnant sans entrepreneurs étrangers. Cette autonomie technique, rarement observée dans le Sahel, offre un modèle où la compétence locale devient l'axe principal de la stabilité. Un second argument favorable insiste sur l'effet agrégé. L'irrigation d'environ 5 millions d'hectares, la chute massive des pertes agricoles liées à la sécheresse et l'amélioration de l'accès à l'eau dans 18 provinces constituent des résultats que même les analystes régionaux qualifient d'inédits. Cependant, les critiques avancent plusieurs réserves. Certains observateurs occidentaux s'interrogent sur la durabilité des réservoirs face à la pression des sédiments sur le long terme. Ils soutiennent que des infrastructures de cette taille exigent une expertise d'entretien complexe et continue, potentiellement difficile à maintenir sans appui international. D'autres voix sceptiques s'estiment que l'ambition du réseau, notamment la gestion simultanée des réservoirs, des canaux et des stations de pompage hybrides, pourrait ajouter une vulnérabilité technique en cas de défaillance locale. Elle rappelle qu'une crise prolongée d'électricité pourrait perturber une partie du système malgré les unités hybrides. Pour répondre honnêtement à ces réserves, il faut revenir aux données observables. Les stations hybrides ont été conçues précisément pour fonctionner durant les instabilités du réseau, ce qui réduit la vulnérabilité évoquée. Les réservoirs eux-mêmes intègrent des dispositifs de contrôle sédimentaire, avec chambres dédiées et surveillance satellitaire, un détail absent des critiques les plus prudentes. L'argument sur l'entretien reste légitime, mais le fonctionnement actuel est 95% du réseau opérationnel selon le ministère, montre une capacité technique locale déjà consolidée. Dans cette équation complexe, le rôle d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement politique. Il a fixé une direction où l'ingénierie nationale prime sur l'assistance déléguée. Le Stillman complet révèle donc un point d'équilibre. Les doutes existent, mais les données du terrain démontrent une cohérence structurelle que peu de projets du Sahel ont atteinte. Un seuil vient d'être franchi. Le réseau hydraulique, né d'une urgence nationale, commence à redéfinir la manière dont le Burkina Faso se voit et se projette. Ce n'est plus simplement un ensemble de réservoirs et de canaux. C'est un pivot identitaire qui transforme une crise en moteur collectif. Dans les provinces du Nord, les réservoirs qui se remplissent régulièrement changent les habitudes de milliers de familles, tandis que les distances parcourues pour obtenir de l'eau diminuent presque mécaniquement. La dynamique ne touche pas seulement les infrastructures physiques. Les schémas migratoires, autrefois dominés par la rareté, s'inversent progressivement,
confirmant que l'eau fiable influence autant la géographie humaine que les terres cultivées. Les marchés locaux reprennent vie grâce à l'irrigation à petite échelle, ce qui stabilise les prix et soutient les ménages les plus exposés. Ces signaux composent un, un constat intermédiaire important. Le pays n'est plus défini par la sécheresse, mais par sa capacité à maîtriser son cycle hydrique. Dans ce tournant, la décision initiale d'Ibrahim Traoré prend d'une dimension nouvelle. Elle montre comment une action politique portée par la compétence locale peut produire un effet de masse bien au-delà du premier objectif annoncé. Ce point charnière n'est donc pas un simple relais narratif. C'est l'instant où la souveraineté hydrique devient une réalité perceptible. L'impact concret du nouveau système hydrique se lit d'abord dans le secteur agricole. Les 5 millions d'hectares irrigués reçoivent désormais de l'eau de manière stable, permettant à des régions autrefois dépendantes de précipitations capricieuses de produire 2 récoltes par an. Cette régularité transforme radicalement le comportement saisonnier des sols. Les cultures ne se flétrissent plus avant la maturité, les pertes dues à la sécheresse chutent de plus de 60% et, dans plusieurs provinces, les agriculteurs constatent pour la première fois une continuité de rendement. L'accès à l'irrigation redonne aussi un rôle économique à des zones considérées comme marginales. Les marchés agricoles, longtemps instables, retrouvent un rythme prévisible, renforçant la sécurité alimentaire. Sur le plan secteur entrepreneurial, l'eau fiable réorganise les chaînes d'approvisionnement locales. Les stations de pompage hybride stabilisent la distribution, permettant aux petites entreprises de fonctionner sans interruption. L'augmentation des légumes issus de l'irrigation à petite échelle entraîne une baisse des prix, ce qui accroît la liquidité des marchés ruraux. Dans certaines régions, les commerçants réinvestissent des zones qu'ils avaient abandonnées en raison de l'aridité. La logistique se recompose autour de nouveaux corridors hydriques, créant un socle plus solide pour la transformation agroalimentaire. Le troisième champ, celui des populations et mobilité, révèle un changement social majeur. Les migrations internes liées au manque d'eau diminuent. La baisse de 32% du déplacement interne marque la première rupture significative depuis des années. Les familles qui parcouraient autrefois des heures pour trouver de l'eau voient leur trajet compressé à moins d'1 heure dans de nombreuses localités. Les épidémies d'origine hydrique reculent grâce à la distribution plus régulière d'eau potable et à l'installation de filtres solaires dans les réservoirs principaux. Ces évolutions améliorent la santé publique, mais surtout, elles rétablissent un sentiment de stabilité dans des communautés longtemps exposées à l'incertitude quotidienne. L'effet dimension régionale dépasse quant à lui les frontières du pays. La stabilisation de la production agricole repositionne le Burkina Faso comme un pôle d'approvisionnement potentiel dans le Sahel, une perspective impensable avant 2023. Les pays voisins, Mali, Niger, Tchad ou Ghana, envoient des délégations techniques pour analyser le modèle de construction. Le réseau d'alerte aux inondations, capable de détecter les variations des pressions fluviales près de 6 heures avant les systèmes traditionnels, attire l'attention des institutions internationales, cherchant des solutions de résilience climatique. Ce regain d'intérêt s'explique par la cohérence du système. Les réservoirs, les canaux et les stations fonctionnent comme un socle régional de sécurité hydrique. Dans cette recomposition, la décision d'Ibrahim Traoré apparaît comme une charnière. Elle n'est pas citée pour son caractère politique, mais parce que les chiffres, les infrastructures et les transformations sociales montrent que le choix d'agir en urgence a produit une onde de choc durable. Le résultat tangible de ce point charnière se révèle ici. La souveraineté hydrique n'est plus une aspiration, mais une conséquence directe et mesurable de l'effort collectif. Les 12 prochains mois
ouvriront une phase où les résultats du réseau hydraulique commenceront à dépasser la seule logique d'urgence. Trois trajectoires se dessinent, chacune dépendante de l'articulation entre infrastructure, gestion locale et continuité sociale. Dans une première hypothèse, consolidation sans accélération. Si le réseau continue d'opérer à un niveau proche des 91% actuels, alors les rendements agricoles devraient se stabiliser autour des gains déjà observés. Les marchés locaux bénéficieront d'une baisse régulière des prix des légumes, tandis que les migrations internes poursuivront leur diminution. Ce scénario repose sur une dynamique prudente. Maintenir la performance des stations de pompage hybride, renforcer les équipes sur les techniques locales et poursuivre l'entretien des canaux soumis aux sédiments. Dans cette configuration, l'effet régional restera perceptible mais encore discret, les partenaires voisins observant sans s'engager pleinement. Dans une seconde hypothèse, amplification structurée. Si les réservoirs continuent de se remplir régulièrement, alors l'excédent agricole déjà perceptible pourrait se transformer en corridor d'exportation plus formalisé. Les délégations techniques venues du Mali, du Tchad ou du Ghana trouveraient dans l'expérience burkinabé un modèle immédiatement reproductible. Une telle dynamique renforcerait la position du pays dans les discussions régionales sur la sécurité alimentaire. Si les systèmes d'alerte aux inondations maintiennent leur avance de près de 6 heures, alors la résilience climatique ferait un bond significatif. Dans ce scénario, la décision initiale d'Ibrahim Traoré deviendrait un repère pour de nouvelles coopérations africaines centrées sur la souveraineté hydraulique. Dans une troisième hypothèse, tension sur le maillage technique. Si des défaillances électriques prolongées survenaient malgré les unités hybrides, alors certaines stations pourraient ralentir, créant des ruptures temporaires dans la distribution. Si les sédiments s'accumulaient au-delà des prévisions, alors quelques réservoirs nécessiteraient des interventions plus lourdes, ralentissant la cadence agricole et l'ouverture de nouveaux marchés. Ce scénario ne remettrait pas en cause l'existence du réseau, mais il en dévoilerait les points les plus sensibles. Il montrerait que la souveraineté acquise reste un processus vivant, dépendant d'une gestion soutenue. En filigrane, une recommandation s'impose. Pensez ces trajectoires non comme des destins figés, mais comme des espaces d'ajustement permanents où la technique, la communauté et la gouvernance doivent évoluer ensemble. L'histoire du réseau hydraulique ne reste pas confinée aux infrastructures. Elle touche directement trois cercles de publics qui y lisent chacun une part de leur propre trajectoire. Pour les Nongdans et familles rurales, l'accès plus régulier à l'eau signifie moins d'heures passées à marcher, moins d'inquiétude à chaque saison sèche et un retour d'équilibre dans les récoltes. Le changement est tangible. Les réservoirs qui se remplissent et les canaux qui s'ouvrent réorganisent le quotidien avec une précision que des décennies de sécheresse avaient effacée. Pour les jeunes travailleurs, entrepreneurs ou étudiants, l'effet est plus subtil mais tout aussi réel. La stabilisation des marchés locaux, la baisse des prix des légumes et l'amélioration de la mobilité à l'intérieur des provinces créent un espace économique moins fragile. Ceux qui hésitaient à rester dans leur région voient dans l'irrigation une raison supplémentaire de construire un projet personnel là où, auparavant, l'incertitude hydrique poussait à partir. L'idée qu'un pays puisse bâtir son avenir avec ses propres moyens résonne comme un signal générationnel. Un troisième groupe, les observateurs extérieurs, les membres de la diaspora ou les citoyens intéressés par l'actualité africaine, trouvent dans cette transformation un récit qui dépasse le cas du Burkina Faso. Le changement structurel observé dans la gestion de l'eau montre qu'une décision bien exécutée peut réorienter une trajectoire nationale. Dans ce registre, la démarche initiée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré s'inscrit comme une référence, non pour son aspect politique, mais parce qu'elle révèle que la maîtrise des infrastructures essentielles
peut redéfinir l'identité collective. Pour ceux qui suivent cette histoire, deux gestes simples s'offrent. Observer comment l'eau modifie les mouvements de population et considérer comment une souveraineté concrète, matérielle avant d'être symbolique, peut inspirer d'autres contextes africains. La consolidation du réseau hydraulique exige désormais une méthode structurée. Le pays ne se trouve plus dans la simple réaction à l'urgence. Il doit organiser la continuité. Pour cela, 4 étapes peuvent être dégagées à partir de la logique même du projet et des données déjà observées. Étape 1. Stabiliser l'entretien local. Les équipes techniques doivent poursuivre la maintenance des réservoirs et des canaux déjà opérationnels. L'objectif est simple: garder le niveau d'efficacité proche des 91% signalés par le ministère. Le résultat se mesure par la constance des débits et la réduction des interventions d'urgence. Étape 2. Renforcer les stations hybrides. Les unités de pompage hybrides ont montré leur capacité à rester actives en cas d'instabilité électrique. Leur consolidation passe par des rotations d'ingénieurs et une surveillance accrue des fluctuations de réseau. La mesure de succès repose sur la diminution des arrêts non planifiés. Étape 3. Étendre l'irrigation contrôlée. Les régions où 2 récoltes sont désormais possibles doivent être accompagnées par des protocoles d'irrigation ajustés au sol. Chaque saison, le repère fiable reste l'expansion des surfaces irriguées et la stabilisation des rendements agricoles. Étape 4. Protéger les zones à risque. Les 27 zones bénéficiant d'alertes IA doivent maintenir leur avance de près de 6 heures sur les crues. La réussite se lie à travers la prévention des dégâts et la réduction des interruptions de production. Dans ces étapes, l'impulsion initiale d'Ibrahim Traoré trouve son prolongement logique. Transformer un effort né de la crise en une mécanique durable. Le résultat tangible du scénario précédent apparaît ici. Une souveraineté hydrique se construit non dans le spectaculaire, mais dans la répétition maîtrisée de gestes techniques. Le chemin n'est pas seulement une liste d'objectifs, il devient une discipline collective. Lorsque le réseau hydraulique s'est mis à fonctionner de manière régulière, l'image qui est revenue dans de nombreux villages n'était pas celle des réservoirs colossaux ni des cartes satellitaires, mais celle d'un jeune ingénieur dormant au pied d'un canal encore inachevé. Zambari, dont le geste simple consistait à refuser de quitter le chantier tant que l'eau ne reviendrait pas, est devenu malgré lui un symbole de ce basculement. Son obstination condensait la peur collective de 2023, mais aussi la confiance naissante qui a suivi l'arrivée des premières eaux. Dans cette trajectoire, la décision d'Ibrahim Traoré se relie différemment. Non plus comme une intervention verticale, mais comme le déclencheur qui a permis à des milliers de personnes d'articuler leurs propres réponses. La souveraineté hydraulique n'a pris sens que lorsque les mains locales se sont jointes aux structures techniques, révélant un pays décidant de son avenir à partir de gestes très concrets. Les villages ont vu l'eau couler, puis ont vu leur propre rôle apparaître. Ce parcours, de la sécheresse extrême au contrôle retrouvé, ne raconte pas seulement une infrastructure. Il raconte une dignité reconstruite par l'effort commun, un fil reliant le travail silencieux de Zambari aux choix politiques qui ont rendu ce moment possible. En somme, la souveraineté se construit, pas s'octroie. L'histoire du réseau hydraulique du Burkina Faso ne se termine pas avec l'ouverture des réservoirs ni avec la stabilisation des marchés, elle se poursuit dans la manière dont chaque citoyen, chaque observateur et chaque voix extérieure décide de la transmettre. Ce récit, longtemps enfermé dans l'ombre des sécheresses, révèle désormais un pays qui agit sur sa propre trajectoire. Il invite ceux qui suivent l'actualité africaine à regarder au-delà des crises immédiates
et à reconnaître la puissance d'une souveraineté construite pierre après pierre. Pour ceux qui s'intéressent aux transformations structurelles, aux dynamiques de résilience ou simplement aux évolutions du Sahel, cette histoire offre un point d'appui. Comprendre comment une décision bien exécutée peut réorienter une nation entière. Elle éclaire, sans emphase, le rôle des choix collectifs et l'importance de maintenir un regard informé, surtout lorsque les changements sont rapides. Si la démarche menée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré résonne avec vos questions, vos recherches ou vos propres expériences, vous pouvez poursuivre la discussion, partager vos analyses ou explorer davantage ce que racontent les signaux émergents du pays. Chaque échange ajoute une pièce au puzzle.